Donc voilà, effectivement, on y est, le renouveau industriel du Dunkerquois. Donc effectivement, comme vous le savez, notre région Flandre-Dunkerque en fait est engagée en fait dans un nouveau processus industriel, alors qui, toute proportion gardée, nous fait penser au développement de l'industrie sur l'eau. Hein. C'est quand même un bouleversement sur notre territoire. Donc ce ne sont pas moins de 20 000 emplois directs qui sont attendus, qui résultent finalement de 3 dynamiques de territoire donc, qui sont à l'œuvre. C'est tout d'abord en fait quand même le projet de développement du Grand Port Maritime et le projet Cap 2020, avec l'extension du bassin de l'Atlantique et puis le développement des zones de logistique et industrielle. Mais c'est aussi bien sûr le projet national de réindustrialisation qui du coup trouve écho avec le développement engagé sur le port et puis un petit peu de foncier disponible également, ça aide. Et je dirais le troisième processus, c'est aussi l'engagement des industriels dans la décarbonation, hein, donc l'objectif de réduction des gaz à effet de serre qui entraîne en fait donc du coup sur notre territoire voilà, une dynamique qui se traduit par la création de 20 000 emplois. Alors je dirais le premier effet entre guillemets visible de ce renouveau industriel, ça va être effectivement le déplacement de nos emplois vers l'ouest du territoire, hein, voilà, en limite du Pas-de-Calais. On va avoir là une zone d'emploi assez conséquente. Et je dirais grâce effectivement à nos partenaires hein, dont le président a parlé, c'est vrai que l'agence se retrouve impliquée, je dirais, au cœur du processus en accompagnement du territoire et de nos acteurs et partenaires. Et du coup, on se retrouve à travailler en fait sur plusieurs projets. Je ne vais pas tous les citer, mais je prendrai quelques exemples. Donc, on a la veille spatialisée des projets, donc qui a permis la production en fait du poster des grands projets. Dont là, vous avez le zoom sur le port, le littoral dunkerquois, voilà, à l'écran. Donc ça, c'est un outil important pour nous. Mais on a également travaillé avec l'ensemble des partenaires, donc sous-préfecture, GPMD, la communauté urbaine, les chambres consulaires, etc., à la création du tableau de bord partenarial, en fait, du suivi de la création des emplois. Donc c'est cet outil qui nous a permis effectivement d'estimer donc tous ensemble et de le valider collégialement qu'on allait avoir environ 20 000 emplois directs attendus sur le territoire, voilà. Et ce tableau de bord, en fait, on continue à le suivre hein, dans son évolution, et c'est notamment Cécile qui est à la manœuvre sur ce suivi. Ensuite, on intervient également, je dirais, plus sur le volet la production de logements, puisque qui dit 20 000 emplois supplémentaires sur le territoire, dit aussi sûrement arrivée de nouveaux salariés qu'il va falloir loger. Donc on est aussi impliqué dans, je dirais, le volet plutôt projet urbain, mais aussi foncier, justement pour permettre de répondre à ces besoins des futurs salariés. Et je terminerai dans les exemples par également les approches écosystémiques, nos toiles qui permettent aussi comme ça d'avoir une vision vraiment globale du fonctionnement, alors d'une production locale, donc je dirais par exemple la toile de la batterie, voilà comment tout le système fonctionne sur notre territoire et à l'extérieur, mais également sur le volet d'une utilisation locale, et là je parlerai par exemple de la toile de l'eau industrielle. Hein. Donc voilà, nos approches écosystémiques sont aussi importantes pour comprendre ce qui va se passer sur notre territoire. Et enfin,
Nous travaillons également sur deux thématiques importantes par rapport à l'arrivée de ces emplois et les modifications qui vont avoir lieu sur notre territoire. Donc à la fois sur le volet démographie et mobilité. Donc c'est les deux sujets qu'on a choisi de vous présenter plus en détail. Et du coup, sans attendre, je vais passer tout de suite la parole à Cécile et ensuite ça sera à Guillaume sur le volet mobilité. Merci. Pour le volet démographique, voilà, l'une des premières questions, c'est, comme a dit Isabelle, tous ces nouveaux emplois devraient faire arriver sur le territoire de nouveaux salariés. Et donc, quel serait l'impact sur le mouvement démographique du Dunkerquois, qui, vous savez, depuis plusieurs années est plutôt un mouvement démographique à la baisse. Première chose à avoir en tête quand on parle de perspective démographique, c'est le mouvement de fond sur lequel vit le territoire aujourd'hui. Oui, ces arrivées, ces nouveaux emplois vont avoir des impacts, mais vont avoir des impacts sur une population déjà présente. Et même le gros de la population des 20 prochaines années est déjà ici. Donc il y a déjà un mouvement de fond de la population dunkerquoise. Et ce mouvement, voilà, on est sur un mouvement de perte de la population. Et si on regarde le mouvement projeté par l'INSEE sur les projections tendancielles classiques, on va dire, on est sur un mouvement qui nous amènerait à pratiquement moins de 30 000 habitants d'ici à 2040. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir, il y a un vieillissement de population, il y a une baisse des naissances, on est aussi ici avec un phénomène de solde migratoire négatif. Donc ça, c'est le mouvement de fond de notre population. Et derrière ces projections de population, on va retrouver des projections, un mouvement de fond de baisse de la main-d'œuvre et donc de la population active sur notre territoire. Dans un contexte où on va créer des emplois, c'est une vraie question, lien emploi et démographie sur un territoire qui perd de la main-d'œuvre. On va avoir une augmentation des navettes domicile-travail, puisque c'est un phénomène qui est en forte augmentation depuis ces 10 dernières années. Les navettes, les arrivées sur le territoire notamment, sont en augmentation et donc pourraient continuer. Et du coup, ces projections classiques nous amèneraient sur une diminution du nombre de ménages et donc de personnes résidant à l'année et de résidences principales sur le territoire. C'est à partir de ça où on s'est dit, voilà, 20 000 emplois qui arrivent, cette courbe devrait fortement être impactée. Donc on a lancé, donc le SCOT a commandité une étude partenariale avec l'INSEE pour faire un modèle de projection de population qui prendrait en compte les variations économiques, parce que le modèle de l'INSEE ne prend en compte que des notions démographiques. Nous, notre territoire est très soumis aux variations, notre population a toujours été, enfin, en tout cas depuis la guerre, on va dire, très soumise aux variations économiques qui font varier la population du territoire. Donc on a créé, il y a eu ce modèle. Mais c'est un mouvement de fond qu'il faut garder en tête, puisque c'est le gros de notre population qui vit et qui va amener le mouvement démographique à venir. Premiers impacts démographiques à venir dans les perspectives, qui ne sont pas forcément en lien avec ces nouvelles arrivées d'industrie, mais qui sont un peu accélérées, c'est les modifications de structures, notamment des structures des ménages, attendues dans les années à venir, avec une augmentation attendue très importante des ménages d'une personne. Aujourd'hui, sur le territoire, 34% des ménages sont des ménages d'une personne, ça pourrait monter à 41%. Donc c'est une modification très importante de la structure des ménages de notre territoire, avec en corollaire la diminution de la taille des ménages de plus en plus petits, et cette diminution qui pourrait se poursuivre pour atteindre en 2040 l'ordre de 2,05 personnes dans un ménage, dans une résidence principale. Deuxième modification importante de la structure de notre population, c'est l'augmentation des personnes âgées. Vous savez qu'il y a un vieillissement de la population générale en France. Sur notre territoire, il est beaucoup plus accentué. Du fait de notre histoire, l'arrivée des populations des années 70, de jeunes actifs qui sont venus sur le territoire au moment de l'industrialisation sur l'eau, 70, 80, enfin, ça s'est étendu, fait qu'on était un territoire très jeune. En corollaire, plusieurs années après, on est un territoire qui vieillit encore plus vite qu'au niveau national. Il faut savoir que d'ici à 2040, on attend une augmentation de près de 16 000 personnes de 75 ans et plus sur le territoire, une augmentation de 77% par rapport au chiffre de 2020. Donc ça
c'est pour tous nos travaux, nous en tout cas à l'agence, c'est un phénomène très important à prendre en compte. Ça impacte beaucoup de choses sur l'aménagement du territoire, l'aménagement des logements, etc. Les services. En parallèle, on voit sur la pyramide, ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une diminution du nombre d'enfants. La natalité diminue fortement sur notre territoire, là où aussi elle était très importante. Elle rejoint le niveau national, donc elle diminue de façon importante. Et donc, on attend d'ici à 2040 une poursuite de la diminution du nombre d'enfants qui pourrait être de l'ordre de 13%. De fait, on se dirige sur un solde naturel de population, c'est-à-dire moins de naissances, plus de décès, qui tire notre population vers le bas, donc qui amènerait vers une baisse de population. C'est un phénomène qui est déjà en cours depuis 2020 et qui tend à se poursuivre, à se décaler dans le temps. Alors notre scénario, 20 000 emplois qui arrivent sur le territoire, il y a derrière ça, quels pourraient être les impacts? On a un objectif. L'objectif du territoire, c'est que ces emplois permettent d'arriver au plein emploi pour les Dunkerquois, mais aussi tout en limitant les navettes domicile-travail, que ça n'amène pas un afflux de circulation sur les routes de personnes extérieures qui viennent travailler. Donc derrière, ça veut dire résidentialiser, loger les actifs qui viendraient sur le territoire. Et donc pour répondre à cet objectif plein emploi et limitation des navettes domicile-travail, au vu de la baisse tendancielle de notre population, il faudrait sur notre territoire avoir 9 000 actifs de plus qu'en 2020, en 2033, au pic des emplois, au pic du chantier EPR. Et donc il faudrait arriver à attirer plus de 17 000 actifs sur notre territoire, et donc les résidentialiser. Ça, c'est les actifs. Derrière, en termes de population, si on le traduit en population, au vu de l'évolution de la taille moyenne des ménages, il faudrait résidentialiser, ça voudrait dire un afflux de population pour notre territoire. Par rapport au chiffre de 2020, on aurait 9 300 habitants en plus, mais vu la progression tendancielle de notre territoire, ça veut dire qu'il faut attirer plus de 27 000 personnes à venir sur notre territoire résider. De fait, la courbe de population qui diminuait, je ne sais pas si je passe devant, si ça va, qui diminuait pourrait repartir à la hausse pour atteindre en 2033 à peu près revenir au niveau de population du territoire. Donc on est à l'échelle du SCOT, je précise, CUD plus les CHF, revenir à peu près au niveau de 2007-2008 en termes de population. Donc derrière, quels seraient les besoins en logement de ces 27 000 habitants en plus? Donc pour répondre toujours à cet objectif, on garde en idée, c'est notre objectif. Pour atteindre cet objectif, il faudrait du coup, on arrêterait la diminution du nombre de ménages, on augmenterait de plus de 12 200 le nombre de ménages et donc de résidences principales à créer sur notre territoire. Et comme une résidence principale, parmi les logements, il y a plusieurs catégories. Il y a les résidences principales, des gens qui habitent à l'année, les logements vacants, les résidences secondaires. Vous savez qu'on est dans un mouvement où les résidences secondaires augmentent sur notre territoire. La vacance aussi a augmenté. Là, si on se dit, on limite l'effet de la vacance, on limite l'augmentation de la vacance, surtout qu'elle a fortement augmenté ces dernières années. Donc, si on arrive à limiter si on limite l'évolution de la vacance au niveau d'aujourd'hui, ça veut dire que pour loger ces 12 200 ménages, il faudrait produire près de 17 000 logements, puisque la différence, c'est ceux qui vont partir en résidence secondaire, mais pas que dans les nouveaux logements, surtout dans l'ensemble du parc aujourd'hui présent. On a parlé tout à l'heure de l'évolution tendancielle de la population présente. Le parc de logements a aussi présent, qui est aussi le gros du parc des logements qu'on aura dans 20 ans sur notre territoire, a aussi une vie, enfin, a une évolution qu'il faut prendre en compte. Donc ça serait plus de 17 000 logements d'ici à 2033. Derrière ça, on a une partie de cette production qui concerne des logements temporaires, notamment parce qu'on prend en compte ici le chantier de l'EPR, puisque c'est un chantier hors norme, sur un temps hors norme, avec des gens qui vont vraiment s'installer, pas juste des passages à la semaine.
Et donc, une partie de cette réponse en logement serait le logement temporaire. On estime, si on regarde à 2040, ce qui est prévu, la fin du chantier EPR, prévu pour l'instant, en fait, le nombre de besoins en résidence principale serait de l'ordre de 8700 à 2040, après l'EPR. Et le besoin en logement descendrait alors de l'ordre de 16 250 logements en plus que ce qu'on avait sur le territoire en 2020. Je vais revenir, excusez-moi, je n'ai pas lu la dernière phrase. En 2040, oui. Oui, si on regarde en 2040, après l'impact du chantier EPR. D'accord. Donc notre objectif, on avait contient deux volets. Objectif plein emploi, objectif limitation des navettes de domicile-travail. Objectif plein emploi, qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça suppose en fait derrière au niveau remise sur le marché du nombre des chômeurs ou diminution du nombre de chômeurs. Derrière cet objectif, pour atteindre cet objectif, il faudrait en 2033 9000 chômeurs de moins que ce qui était compté en 2020 sur le territoire dunkerquois. Attention, je précise, c'est version recensement. C'est chômeur à la version recensement qui n'est pas le même comptage que le chômeur version France Travail. Et donc il faudrait, par rapport à la diminution tendancielle sur le territoire du nombre de chômeurs, il faudrait une diminution accélérée de plus de 6000 chômeurs en moins que la diminution tendancielle, donc augmenter le rythme tendanciel de diminution du nombre de chômeurs par 3, le multiplier par 3, ce rythme de diminution. C'est notre objectif. Voilà. Notre objectif, c'est la limitation des navettes domicile-travail. Donc on était sur une augmentation très importante des taux d'entrée et des taux de sortie sur les emplois dunkerquois. L'idée, c'est si on limite au niveau d'aujourd'hui ces taux d'entrée et ces taux de sortie, qu'est-ce que ça impacterait en termes de navettes domicile-travail? Donc ça suppose toujours quand même, on limite le taux, mais comme on augmente le nombre d'emplois, eh ben, on augmenterait le nombre d'entrants. Donc ça ferait quand même 6000 navetteurs en plus de personnes résidant à l'extérieur du SCOT qui viendraient travailler dans le SCOT sur le territoire. Mais dans le même temps aussi, c'est une augmentation des sorties. On est à plus de 2500, j'ai dit 6000, excusez-moi, c'est le chiffre à 2040. Là, je me suis arrêtée à 2033, on a dit qu'on regardait au pic. Donc c'est 3750 entrants en plus sur notre territoire, mais aussi des sortants, des Dunkerquois qui vont travailler à l'extérieur du SCOT, qui pourra augmenter de l'ordre de 2500 sortants. Donc voilà, c'était ma diapositive qui permet de faire la transition avec la question des mobilités. Merci Cécile. Alors évidemment, cette révolution économique, elle a de nombreux impacts sur les questions de mobilité. Cécile l'a mentionné au travers des navettes domicile-travail. On pense évidemment au déplacement des personnes sur le territoire, et notamment des futurs salariés qui devront aller travailler dans ces nouvelles industries, avec des défis majeurs. La communauté urbaine de Dunkerque travaille actuellement sur une véritable stratégie en la matière, puisqu'il y a des défis de volume de personnes à transporter vers ces industries aussi qu'on qualifie de sans parking. Donc voilà, un défi en matière de transport en commun, un défi aussi en matière de nouvelles heures de pointe, si on peut dire, puisqu'on sera aussi sur des emplois postés. Donc voilà, des défis, des horaires qui ne sont pas ceux habituels du transport en commun. Donc il y a des enjeux importants à l'échelle de la CUD, mais aussi à l'échelle du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, puisque effectivement tu parlais des navettes domicile-travail. Donc voilà, c'est des enjeux aussi à intégrer dans les réflexions. Il y a également beaucoup d'impact sur les transports de marchandises. Alors aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout évoquer, je vois que l'heure avance beaucoup, mais voilà, sachez qu'il y a des travaux aussi menés sur ce sujet. Aujourd'hui, peut-être pour rester dans le format petit-déj, ce que je vous propose, c'est de focaliser sur une question qui revient régulièrement, c'est en fait quels sont les impacts sur les infrastructures routières, comment les réseaux routiers qui sont déjà ponctuellement congestionnés, voilà, des pics de congestion, vont réagir, et comment, avec la mise en place d'une stratégie, comme je le disais, la CUD travaille vraiment activement sur le sujet, en développant les alternatives à la voiture individuelle, donc un axe très fort sur le transport en commun notamment, comment on peut diminuer les impacts, je dirais, négatifs sur le réseau routier.
Alors pour illustrer mes propos, je vais me baser sur un travail qui a été réalisé dans le cadre du GT Route. C'est un groupe de travail qui est piloté par le GPMD, qui regroupe l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures. On a la DIR pour l'État, enfin pour la CES, il y a le département, il y a la CUD, et il y a également d'autres partenaires comme la région ou l'AGUR qui est aussi dans ce tour de table, et un véritable travail de modélisation de trafic qui a été réalisé à l'échelle du port et de ses abords pour voir justement quels sont les impacts sur les infrastructures et comment tous ces flux vont se cumuler. Donc, le modèle de trafic, c'est un outil de prévision. En fait, c'est un logiciel dans lequel on intègre des données de comptage. Donc, il y a des comptages routiers qui ont été faits. Il y a déjà beaucoup d'informations qui existent avec les gestionnaires de réseau. Il y a des comptages directionnels aussi qui ont été réalisés pour savoir où vont les véhicules. Et donc, une modélisation de la situation en journée et avec des focus sur les heures de pointe. Donc, l'idée de cette modélisation, c'est de pouvoir faire un véritable outil d'aide à la décision, de savoir comment on peut anticiper finalement les conséquences de nos choix. Voilà, en mettant en place une stratégie, quel résultat on a, et si on laisse au fil de l'eau, quel résultat on va obtenir. Donc c'est justement ce qu'on va voir. À horizon, il y a deux scénarios. Voilà, c'est l'idée en fait de se dire, dans le modèle de trafic, on prend le premier scénario qui est qualifié de majorant. C'est-à-dire qu'on laisse au fil de l'eau les pratiques de mobilité de 2022, 90% de domicile travail en voiture. Voilà, on laisse tourner le modèle en se disant quelle va être la conséquence sur les infrastructures routières. Et deuxième scénario, ce qui est dit plutôt mobilité CUD, c'est la stratégie dont je parlais, avec un objectif que pour les entreprises existantes, on ait 50% de modes alternatifs, donc progressivement jusque 2030. Les nouvelles entreprises, 100% mode alternatif, avec pas de parking à destination, un véritable système de transport en commun performant et gratuit d'ailleurs pour desservir ces industries. Donc un scénario qui globalement intègre les ambitions de la CUD sur le report modal et toute la stratégie. Donc juste pour préciser, les modélisations que vous allez voir, elles ont été réalisées par un bureau d'études spécialisé en la matière pour vraiment avoir un avis extérieur aussi sur les résultats. Alors la première carte qu'on voit, c'est la situation qui est projetée en heure de pointe du matin en 2027. Donc là, c'est vraiment avec les pratiques de mobilité actuelles, c'est-à-dire 90% de domicile travail en voiture. On voit déjà qu'à horizon 2027, qui est pas très loin non plus, on voit les premières implantations, Isabelle le mentionnait, l'implantation progressive, notamment vers Corps. Donc on voit déjà une saturation complète de la N316 et de l'échangeur 53, c'est l'échangeur qui est en entrée du port, qui sera notamment le plus problématique, et une congestion quand même significative de la 16, puisque ça vient s'ajouter à la situation, c'est un peu comme sur la démographie, il y a un mouvement de fond, et on vient ajouter des flux. Donc voilà, c'est le scénario majorant en heure de pointe, donc voilà, où il y a quand même des zones qui deviennent vraiment très tendues et des congestions qui sont à craindre. En revanche, si on applique le second scénario, donc c'est le scénario mobilité CUD, c'est-à-dire avec l'accent mis sur les hypothèses d'industrie desservie par les transports en commun, où il n'y a pas de parking à destination, où il y a des parkings plutôt de rabattement, il y a une véritable stratégie qui est en cours d'élaboration, et bien on voit que les flux dans la zone portuaire, ils passent acceptables. Alors il y a quelques ajustements à mener, quand même, notamment sur l'échangeur 53 par exemple, qui reste bien chargé, et la 16 en partie urbaine, à l'ouest du port, à l'est du port, qui reste très chargé, mais c'est globalement beaucoup plus acceptable, à horizon 2027. Et le modèle nous permet d'aller plus loin, c'est-à-dire de cumuler l'ensemble des chiffres d'implantation industrielle et donc des emplois liés, et des domiciles de travail du coup qui vont s'opérer. Donc à horizon 2040, là cette fois-ci c'est l'heure de pointe du soir. Donc on revient sur les pratiques de mobilité actuelles. Donc là cette carte, je trouve que c'est la plus parlante, puisqu'on voit clairement qu'en 2040, si on ne fait rien, si on reste avec les pratiques de mobilité actuelles, et ben, il y a une saturation complète de la 16. Sur la partie urbaine, du coup à l'est de l'échangeur 53, la N316 qui est également saturée, l'échangeur 53 aussi, et plusieurs voiries portuaires, ce qui vient aussi poser des problèmes en termes de transport de marchandises. Il y a des interactions très fortes, les réseaux sont les mêmes, le temps de développer toutes les infrastructures aussi, transport de marchandises pour faire le report modal
voilà, c'est aussi du temps long. Donc du coup, oui, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un besoin d'agir, parce que quand on met en perspective tous ces volumes, ça devient quand même problématique. On arrive à des niveaux de saturation qu'on peut connaître sur la métropole lilloise, hein, sur des échangeurs où voilà, c'est des remontées de fil très conséquentes, donc d'où vraiment l'intérêt de travailler sur une stratégie transport en commun et report modal. Puisque si on applique du coup en 2040 la stratégie communautaire, on voit que, donc là on est sur vraiment la stratégie où on dessert les industries avec des parkings de rabattement. Les flux dans la zone portuaire, ils deviennent beaucoup plus acceptables. Alors même s'il y a des gros points de vigilance, il ne faut pas se le cacher, ce sera quand même compliqué ponctuellement de circuler, notamment sur les échangeurs 52 et 53. Mais ça reste acceptable et ça reste jouable en termes d'infrastructure pour améliorer et fluidifier les secteurs. Voilà globalement pour ces cartes qui illustrent quand même bien les problématiques. Donc, comme je le disais, la CUD travaille sur cette stratégie. Nous, au niveau de la GUR, on essaie de les alimenter au maximum, de participer aussi à l'élaboration de cette stratégie. On voit qu'il y a des intérêts très importants. On voit que voilà, c'est une situation réfléchie aussi. On ne va pas droit dans le mur en se disant on verra bien ce qui va arriver. Il y a tout un travail derrière. Donc nous, on est allé voir au niveau de l'agence en fait ce qui se passe un petit peu sur d'autres territoires pour alimenter justement les réflexions de la CUD. Alors ça va faire l'objet d'un cahier de la GUR prochainement qui sortira sur le sujet benchmark des dessertes industrielles pour voilà, alimenter et puis aller chercher des bons exemples ailleurs. J'en cite juste quelques-uns aujourd'hui hein, en teasing du cahier. Donc c'est l'exemple d'Anvers qui a travaillé sur des bus articulés avec la possibilité de mettre son vélo à l'intérieur, la chose qui n'est pas possible aujourd'hui sur la CUD, ou alors vélo pliant, plié. Encastré en fait. C'est ça. Mais voilà, on se dit pour le dernier kilomètre, ça peut être intéressant. Donc du coup, on a cet exemple qui peut alimenter la réflexion. Alors ça peut être vrai aussi pour les lignes interurbaines ou les cars express à venir. Enfin, voilà, c'est un sujet, on se dit en intermodalité, le vélo et le transport en commun, ça devient vraiment cohérent, surtout dans les zones industrielles en général. Quand on arrive à son arrêt, en fait, il reste quand même en moyenne en France, et on avait regardé au Havre, c'était 800 mètres, donc à pied. Bon, 800 mètres quand il fait beau et qu'il est sorti de poste à 13h, ça peut le faire, mais à 5h du mat, bien plus compliqué. On a eu l'exemple de Zeebrugge aussi, donc c'est le port de Bruges, avec un bus dédié. Donc c'est de Havenbus, la traduction c'est le bus du port, donc c'est assez simple. Mais on trouve que c'est quand même parlant, enfin, pour les futurs salariés notamment, d'avoir un système qui est aussi identitaire pour rejoindre les futures industries. Et puis un autre exemple, là, à Hambourg, en Allemagne, où ils utilisent aussi les infrastructures fluviales pour travailler sur ces dessertes domicile-travail. Donc c'est aussi un exemple intéressant. Et puis vous avez un schéma, tout ça ce sera expliqué dans le cahier, un schéma de principe de desserte, et puis des petits éléments pour aller plus loin aussi sur le sujet. On termine avec les initiatives et projets en cours. Hein. Comme je le disais, il y a, en tout cas sur le sujet mobilité, et c'est vrai d'ailleurs aussi sur les autres sujets, il y a une démarche pilotée par la CUD donc qui s'organise classiquement sous forme de COPIL, COTEC, et aussi de manière assez originale avec les industriels, hein, puisque la CUD travaille finement avec les industriels pour savoir justement quels sont leurs horaires, comment ils envisagent l'organisation des horaires postés notamment, comment ils envisagent aussi ce sujet de desserte en transport en commun. Donc voilà, c'est important de suivre, et il y a une véritable stratégie qui est en cours d'élaboration. Il y a un travail aussi important sur l'appropriation de ce sujet aussi desserte industrielle, la mise en récit aussi, le récit qu'on pourra organiser autour de cette histoire qui est quand même une révolution économique, sur le plan démographique aussi, et sur la mobilité, on voit les interactions. Il y a un groupe de travail aussi qui est piloté par la préfecture sur le sujet, voilà, pour anticiper aussi les impacts et se concerter, mettre autour de la table tous les partenaires essentiels à ce sujet. Et je redonne la parole à Cécile pour les perspectives sur le taux démographique. Quelques initiatives en cours, hein, mais ce ne sera pas les dernières et peut-être pas les seules. On a une étude en cours sur les besoins en mode de garde et on peut mettre en relation aussi avec des perspectives scolaires. On réalise à l'agence des perspectives scolaires
notamment avec les projets d'habitat, donc à la demande des communes. Bon, il faut que les communes aient un certain volume, donc on en a quelques-unes juste réalisées ou même une encore en cours. On a vu que la population devrait diminuer, le nombre d'enfants diminuer aussi, et ça c'est à l'échelle Scott. Si on construit tout au même endroit, les impacts selon là où on va construire seront différents. Donc du coup il y a ce volet-là à regarder. On a un partenariat aussi avec le CHD, et notamment par l'intermédiaire de l'ESL. Et donc là on regarde, on essaye de voir comment travailler pour le lien avec la démographie médicale, la démographie de la population et la démographie médicale. Donc on les a déjà rencontrés, on va les rencontrer cette semaine. Et il y a aussi tout le travail d'extrapolation sur les EPCI voisines. On a vu l'augmentation du nombre d'entrants sur le territoire. Donc ils viennent travailler sur le territoire, ça veut dire qu'ils logent ailleurs. Quel est l'impact du coup sur les territoires voisins qui vont devoir les loger eux aussi. Donc là on est en train de travailler, alors notamment, donc là c'est un mauvais exemple que j'ai pris parce que j'ai pris la CCHF qui fait partie de l'étude Scott, mais du coup regardez aussi à l'intérieur de l'étude Scott la part Q, la part CCHF, comment on fait chacun, puisque la compétence habitat est une compétence EPCI, enfin Scott est décliné à l'EPCI, donc on est en travail en cours de PLH avec la CCHF, donc ça va venir dessus. On a aussi tous les autres documents réglementaires qu'on suit. On va avoir avec la communauté, la région d'Audruic aussi, qui du coup, il y a beaucoup d'échanges avec la région d'Audruic, notamment avec la localisation des emplois actuels et la localisation de la communauté de la région d'Audruic. Forcément, il y a ces volets-là. Donc c'est quelques études qui en déclinent de ces travaux de perspective. Merci beaucoup à tous les trois. Donc merci d'avoir joué le jeu parce que c'est un sujet riche, complexe et vous avez réussi à le présenter de manière pédagogique en très peu de temps. On a 15 minutes de temps d'échange. Au regard du sujet, je ne peux pas imaginer qu'on ait pas